Le silence est tombé quand la promesse a été prononcée. Face aux orphelins de soldats, l'engagement ne parlait pas de mémoire, mais d'école, de soins et de protection dans un Burkina Faso encore meurtri mais tourné vers demain. Que change vraiment pour ces enfants et pour vous qui observez la vision d'Ibrahim Traoré lorsqu'elle affirme que la douleur peut devenir une possibilité concrète? Un avenir esquissé, fragile mais déterminant, commence ici. La promesse annoncée fixe un cap précis et mesurable dans le temps. Elle ne se contente pas d'évoquer la compassion, elle propose une transformation durable des conditions de vie des orphelins de soldats. Le bénéfice central est clair en une formule concise, un cadre sûr pour apprendre, se soigner et grandir. À travers cette orientation, l'initiative lie trois dimensions souvent traitées séparément, éducation, santé, protection, et les rassemble dans un même dispositif. L'enjeu dépasse toutefois l'aide immédiate. Dans un pays marqué par la persistance de la violence, offrir une continuité éducative aux enfants endeuillés devient un test de cohésion sociale. Si ces trajectoires restent fragmentées, le risque est celui d'une vulnérabilité prolongée. Si elles sont stabilisées, elles peuvent au contraire nourrir la reconstruction collective. La promesse engage donc la crédibilité de l'action publique autant que l'avenir d'une génération. Un micro-signal retient l'attention. En plaçant l'éducation au cœur de la réponse, le projet suggère que la stabilité future se prépare bien avant les résultats visibles. Reste à comprendre comment cette ambition se traduira concrètement. Dès 2026, un premier réseau d'écoles dédié aux orphelins doit voir le jour. Ce jalon temporel transforme une intention morale en engagement programmé et il sert de pivot à l'ensemble du discours d'Ibrahim Traoré. Cette annonce ne surgit pas dans le vide. Elle intervient après des années où la violence a laissé derrière elle des familles endeuillées et des enfants confrontés à des ruptures précoces de scolarité, de soins et de protection quotidienne. Dans ce contexte, la parole présidentielle choisit un angle précis: répondre au traumatisme collectif par une architecture éducative intégrée. L'éducation devient la première ligne de stabilisation sociale, non pas comme un symbole, mais comme une infrastructure durable. En plaçant un horizon clair, 2026, Ibrahim Traoré ancre la promesse dans le temps et la rend vérifiable. Le cadre proposé repose sur une logique simple mais exigeante. Chaque établissement annoncé doit réunir trois fonctions essentielles: l'apprentissage, la santé gratuite et la protection. Jusqu'ici, ces dimensions existaient de manière fragmentée, souvent portées par des initiatives ponctuelles ou communautaires. Le changement annoncé consiste à les réunir dans un seul espace, pensé pour accompagner les enfants sur la durée. Ce regroupement constitue la mini-révélation du discours. La reconstruction ne passe pas par une mesure isolée, mais par la continuité. Le contexte national renforce cette lecture. Le Burkina Faso traverse une période où l'urgence humanitaire se confond avec la nécessité de consolider la cohésion sociale. En s'adressant directement aux orphelins, Ibrahim Traoré déplace le centre de gravité du débat. Les enfants nés ne sont plus présentés comme des victimes passives, mais comme des repères pour mesurer la capacité du pays à se relever. Leur prise en charge devient un indicateur de stabilité future. Ce cadrage prépare la suite du raisonnement. Si l'engagement tient, il peut rompre le cycle de vulnérabilité transmis par la guerre. S'il échoue, il laissera une génération dans l'attente. Tout l'enjeu est désormais de comprendre comment cette promesse commence à produire des effets concrets. Pour comprendre la portée concrète de l'initiative, il faut suivre ceux qui en deviennent les premiers repères humains. Les enfants eux-mêmes servent de personnages guides, non par leur discours, mais par les changements infimes qui apparaissent dans leur quotidien. Dans plusieurs zones encore proches des anciennes lignes de front, des équipes locales commencent à présenter les futures écoles, leurs services de santé et les dispositifs d'accompagnement prévus. Ces rencontres, brèves et répétées, introduisent un premier déplacement. L'incertitude cesse d'être totale. Un premier cas illustre cette bascule. Un garçon ayant perdu son père au combat vivait jusque-là dans une alternance d'aide informelle et d'interruptions scolaires. L'annonce d'un établissement où l'enseignement, les soins gratuits et la protection seront réunis redéfinit sa trajectoire immédiate. Il ne s'agit pas encore d'une inscription, mais d'un cadre crédible qui permet de projeter une continuité. Cette projection, même anticipée, modifie déjà le rapport au temps.
Un second exemple renforce cette lecture. Une fillette suivait des activités improvisées dans un centre communautaire sans garantie de stabilité. La perspective d'une école dédiée, pensée pour éviter les ruptures matérielles et sanitaires, transforme la manière dont sa famille envisage l'avenir. La crainte de devoir affronter seule les conséquences de la guerre recule, remplacée par l'idée d'un accompagnement structuré. L'effet n'est pas spectaculaire, mais il est perceptible. Ces impacts précoces montrent que la promesse agit avant même sa réalisation complète. En donnant un horizon clair, Ibrahim Traoré introduit une logique de continuité, là où dominait l'imprévisibilité. Les enfants deviennent ainsi des indicateurs vivants de la crédibilité du projet. La stabilité commence quand l'avenir devient lisible. Au départ, la situation repose sur une succession de gestes dispersés. Avant l'annonce, les orphelins de soldats dépendaient surtout d'aides ponctuelles, souvent locales, sans cadre unifié. L'accès à l'école restait fragile, les soins irréguliers, la protection quotidienne incertaine. Puis vient le déclenchement. Ibrahim Traoré choisit de s'adresser directement aux enfants et aux familles endeuillées, dans un moment public chargé d'émotions. Ce choix rompt avec la distance institutionnelle habituelle. Il transforme une réalité silencieuse en sujet central du débat national. Le discours marque alors une accélération. En évoquant la création d'écoles dédiées, le président ne parle pas seulement de bâtiments à venir. Il décrit un dispositif complet, pensé pour répondre simultanément aux ruptures éducatives, sanitaires et sociales provoquées par la guerre. L'événement clé réside dans cette articulation. L'éducation devient le point d'entrée d'une stratégie de reconstruction plus large. À ce stade, la parole présidentielle agit comme un signal. Elle indique que la prise en charge des orphelins n'est plus une question périphérique, mais un axe structurant. Le point culminant survient lorsque l'horizon temporel est posé. À partir de 2026, affirme Ibrahim Traoré, ces établissements doivent constituer un premier socle institutionnel dédié aux enfants de soldats tombés au combat. Cette précision transforme l'annonce en engagement vérifiable. Les familles présentes comprennent que la promesse dépasse l'hommage symbolique. Elle engage des ressources, une organisation et une responsabilité politique à moyen terme. Le mot s'avenir revient avec insistance, non comme une abstraction, mais comme un objectif à construire. À partir de là, les répercussions commencent à se diffuser. Les administrations concernées initient des phases de recensement, identifiant les enfants et les besoins prioritaires. Des équipes éducatives et sanitaires sont évoquées comme futures composantes du projet. Chaque étape ajoute une couche de crédibilité. Les annonces ne restent plus figées dans le discours. Elles amorcent une réorganisation institutionnelle. Les écoles sont pensées comme des lieux où l'enfant sera suivi dans la durée, protégé des ruptures qui ont marqué son passé. Les effets s'étendent aussi au tissu social. Les communautés locales, interpellées par le discours, commencent à se repositionner. Des enseignants se déclarent prêts à s'engager, des structures communautaires anticipent leur rôle d'accompagnement. Cette mobilisation reste inégale, mais elle révèle un changement de rythme. L'initiative ne concerne plus seulement l'État, elle appelle une participation collective. Dans ce mouvement, la figure d'Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage politique, tandis que les enfants deviennent le centre symbolique de la reconstruction. Ainsi, de l'activation initiale au point culminant stratégique, puis aux premières ondes de choc institutionnel et social, la ligne des événements montre comment une annonce peut enclencher une dynamique. Reste une interrogation essentielle. Cette séquence suffira-t-elle à transformer l'élan en continuité durable ? La situation initiale constitue la ligne de base. Avant l'annonce, les orphelins de soldats évoluaient dans un environnement fragmenté. Scolarité interrompue, accès irrégulier aux soins, protection dépendante de soutien ponctuel. Cette base n'est pas chiffrée par un inventaire précis, mais elle est décrite de manière convergente. L'absence de structure dédiée créait une discontinuité permanente. C'est à partir de ce point zéro que se lit le delta annoncé par Ibrahim Traoré. Le premier repère mesurable et temporel, 2026, marque l'échéance à laquelle les établissements doivent former un premier socle institutionnel. Ce chiffre ne quantifie pas des volumes, mais il fixe une borne claire entre l'avant et l'après. Avant 2026, l'aide reste dispersée. À partir de 2026, l'objectif est l'existence d'un réseau identifié,
stable, capable d'offrir simultanément enseignement, soins gratuits et protection. Le passage d'un horizon indéfini à une date précise constitue déjà un delta opérationnel. Il rend l'engagement contrôlable. Le second repère concerne l'échelle de couverture. Le discours ne donne pas un nombre d'enfants, mais il introduit une généralisation explicite. Chaque orphelin identifié doit avoir accès au dispositif. Là où le soutien touchait auparavant une minorité, souvent selon la proximité géographique ou les capacités locales, l'ambition affichée est exhaustive. Ce delta qualitatif équivaut à un changement d'ordre de grandeur. La référence n'est plus un programme pilote, mais une couverture nationale ciblée. Même sans chiffre absolu, cette extension modifie la logique de politique publique. Le troisième repère réside dans l'intégration des services. Le projet repose sur un triptyque constant: éducation, santé, protection. Dans la situation de départ, ces dimensions étaient séparées, parfois concurrentes, rarement coordonnées. Le delta annoncé est leur réunion dans un cadre unique. Cette intégration agit comme une variable structurante. Elle réduit les ruptures de parcours et augmente la continuité de prise en charge. Chaque enfant devient ainsi l'unité de mesure du dispositif, suivi dans la durée plutôt que par intervention ponctuelle. Ces repères prennent sens lorsqu'on les relie à l'objectif assigné par Ibrahim Traoré. Les écoles ne sont pas conçues comme une fin en soi, mais comme des plateformes de stabilisation sociale. La formation professionnelle et l'apprentissage sont présentés comme des prolongements naturels, destinés à conduire progressivement les jeunes vers l'autonomie. Le delta ne se limite donc pas à l'accès à l'école, il inclut la capacité future à contribuer à la société. Ce glissement de l'assistance vers la compétence constitue un indicateur programmatique fort. Enfin, la gratuité des soins annoncés introduit un repère de protection mesurable par ses effets. Là où la santé était conditionnelle et imprévisible, elle devient une garantie intégrée. Ce changement réduit un obstacle majeur à la continuité scolaire et au développement. Même sans statistiques, l'impact est lisible. La protection cesse d'être une variable aléatoire. Ainsi, de la base fragile à un dispositif intégré attendu dès 2026, les preuves avancées dessinent une trajectoire cohérente. Elles n'annoncent pas des résultats chiffrés immédiats, mais elles définissent des deltas vérifiables dans le temps, l'échelle et la continuité. La question suivante s'impose. Ces repères suffiront-ils à soutenir l'effort sur la durée ? Un premier argument critique revient souvent dans les analyses. Il porte sur la capacité matérielle de l'État à soutenir un réseau d'écoles spécialisées dans la durée. Selon cette lecture, la construction des établissements, le recrutement d'enseignants et la gratuité des soins exigeraient des ressources financières et humaines importantes. Dans un pays encore marqué par l'instabilité, le risque serait celui d'un projet ambitieux mais fragile, susceptible de s'essouffler après l'élan initial. Les orphelins pourraient alors se retrouver dans une situation intermédiaire, entre promesses annoncées et réalisation incomplète. Un second argument, d'apparence opposée mais tout aussi sérieux, souligne au contraire que l'absence d'un tel dispositif coûterait davantage à long terme. Sans cadre structuré, les enfants endeuillés resteraient exposés à des ruptures éducatives et sociales répétées. Cette vulnérabilité prolongée pourrait alimenter de nouvelles fragilités collectives. Dans cette perspective, investir dans des écoles intégrées représenterait moins une charge qu'une mesure de prévention sociale capable de réduire les coûts humains et institutionnels futurs. La réponse que l'on peut tirer du discours d'Ibrahim Traoré permet de dépasser cette opposition. Le président ne présente jamais les écoles comme une solution isolée ou immédiate. Il les inscrit dans un processus progressif, articulé autour de plusieurs piliers: protection, apprentissage, santé, formation et implication communautaire. Cette architecture vise précisément à limiter le risque d'épuisement. En intégrant les communautés locales et les structures existantes, le projet cherche à répartir l'effort plutôt qu'à le concentrer uniquement sur l'État. Par ailleurs, l'accent mis sur la formation professionnelle et l'autonomie future modifie l'équation. L'objectif n'est pas de maintenir les enfants dans une dépendance durable, mais de les accompagner vers des capacités productives et civiques. Cette orientation répond à la critique initiale. Un dispositif qui prépare l'autonomie peut, à terme, réduire la charge qu'il représente. Ainsi, la solidité de l'initiative repose moins sur un volume immédiat de ressources que sur la cohérence de son déploiement. Le débat ne se ferme pas pour autant.
Il se déplace vers une question plus précise. La continuité annoncée saura-t-elle résister aux contraintes réelles du terrain? C'est sur ce point que l'initiative sera réellement jugée. Un basculement discret change tout. À ce stade, l'initiative cesse d'être perçue comme un simple programme social. Elle introduit un déplacement plus profond, la manière dont les orphelins sont définis dans l'espace public évolue. Jusqu'ici, ils incarnaient surtout les conséquences visibles de la guerre. Désormais, ils deviennent des repères autour desquels s'organise une vision de l'avenir. Ce changement de statut constitue le cœur du point médian. Le discours d'Ibrahim Traoré insiste sur une idée clé. Ces écoles ne doivent pas seulement réparer, mais préparer. En intégrant l'éducation, la santé et la protection, elles transforment la douleur héritée en responsabilité partagée. L'orphelin n'est plus seulement protégé, il est accompagné pour devenir capable, plus tard, de contribuer à la stabilité collective. Cette perspective modifie l'équilibre du récit national. La mémoire des pertes n'est pas effacée, mais elle cesse d'être paralysante. Un second déplacement s'opère en parallèle. Le soutien ne s'arrête pas aux institutions. Les communautés, les familles et les encadrants sont explicitement appelés à participer. Le projet ne repose plus uniquement sur une promesse étatique, mais sur une dynamique collective. Cette extension du cercle de responsabilité change l'échelle de l'engagement. À partir de ce point, la question n'est plus seulement de savoir si les écoles verront le jour. Elle devient plus exigeante. Jusqu'où cette dynamique pourra-t-elle transformer durablement les trajectoires des enfants concernés? Pour les enfants, premiers concernés, l'impact le plus immédiat réside dans la stabilisation du quotidien. L'accès à un enseignement continu, associé à des soins gratuits et à un environnement protégé, modifie profondément leur rapport au temps. Là où dominèrent les ruptures et l'incertitude, apparaît une trajectoire lisible. Cette continuité réduit la vulnérabilité accumulée depuis la perte des parents et crée des conditions favorables au développement cognitif et émotionnel. Les enfants ne sont plus définis uniquement par le deuil, mais par la possibilité d'acquérir des compétences et de se projeter. Pour les familles survivantes, l'effet est à la fois matériel et symbolique. Beaucoup ont dû assumer seules les conséquences de la guerre entre précarité économique et inquiétude sanitaire. La promesse d'un dispositif gratuit et structuré allège cette charge. Elle ne remplace pas l'absence, mais elle réduit le sentiment d'abandon. En voyant leurs enfants intégrés dans un cadre stable, les familles retrouvent une forme de sécurité minimale. Cette évolution rééquilibre les rapports entre l'État et les citoyens, en réintroduisant une présence institutionnelle là où elle faisait défaut. Les communautés locales ressentent également des effets notables. Les écoles annoncées deviennent des pôles autour desquels se réorganisent les solidarités. Enseignants, encadrants et responsables locaux sont appelés à jouer un rôle actif. Cette mobilisation renforce la cohésion sociale dans des zones fragilisées par les violences. Le fait de reconnaître publiquement les orphelins comme porteurs d'avenir et non comme victimes passives modifie les représentations collectives. Les communautés cessent de voir ces enfants comme un fardeau et commencent à les considérer comme un investissement commun. À l'échelle des institutions nationales, les conséquences sont plus structurelles. Le dispositif intégré, éducation, santé, protection, crée un précédent dans les politiques publiques du Burkina Faso. Il impose une coordination entre secteurs souvent cloisonnés. En plaçant les orphelins au centre de cette articulation, Ibrahim Traoré inscrit l'initiative dans une stratégie de long terme. Les écoles deviennent des outils de stabilisation sociale autant que des lieux d'apprentissage. Cette approche prépare une génération formée non seulement au savoir, mais aussi aux responsabilités civiques nécessaires à la reconstruction. Ces 4 niveaux d'impact s'entrecroisent. La progression des enfants renforce la confiance des familles, qui nourrit l'engagement communautaire, lequel soutient à son tour la cohérence institutionnelle. Si cette chaîne se maintient, elle peut transformer une promesse politique en dynamique durable. La question reste ouverte. Cette interaction entre acteurs saura-t-elle résister aux tensions et aux contraintes à venir? Dans le scénario de base, la mise en œuvre progresse conformément aux annonces. Les premières infrastructures prennent forme, les équipes éducatives et sanitaires sont mobilisées, et les mécanismes de suivi commencent à fonctionner. Les enfants accèdent à une continuité d'apprentissage et à des soins réguliers sans rupture majeure. L'effet reste progressif, parfois discret, mais il installe une stabilité minimale. Les familles
observent une amélioration tangible du quotidien, tandis que les communautés s'habituent à jouer un rôle d'accompagnement. Dans cette trajectoire, la vision portée par Ibrahim Traoré s'ancre lentement dans les pratiques sans produire encore de transformation spectaculaire. Le scénario optimiste repose sur une convergence favorable. Les ressources nécessaires arrivent à temps, les enseignants et l'encadrant sont suffisamment nombreux et les communautés locales s'approprient pleinement le projet. Les écoles deviennent alors de véritables pôles de reconstruction sociale. L'intégration de l'éducation, des soins gratuits et de la protection produit des effets visibles sur la progression scolaire et la stabilité émotionnelle des enfants. Les familles retrouvent une confiance accrue dans les institutions et les zones concernées gagnent en cohésion. Dans ce cas, l'initiative pourrait servir de référence pour d'autres politiques sociales en montrant qu'un investissement ciblé peut générer des bénéfices collectifs rapides. Le scénario pessimiste met en lumière les fragilités potentielles, des retards logistiques, un manque de personnel qualifié ou des contraintes budgétaires pourraient ralentir l'ouverture effective des établissements. Les enfants resteraient alors dans une phase d'attente prolongée, entre promesses politiques et réalité incomplète. Cette situation risquerait d'éroder la confiance des familles et de fragiliser l'adhésion communautaire. La dynamique collective amorcée par le discours pourrait perdre de son élan si les résultats concrets tardent à apparaître. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Observer en continu trois indicateurs simples, la régularité de l'accès à l'éducation, la continuité des soins gratuits et la progression scolaire des enfants, permettrait de mesurer, mois après mois, la solidité réelle du projet. Plus que le scénario choisi, c'est la capacité à ajuster l'action en fonction de ces repères qui déterminera l'issue. Pour une première partie du public, sensible aux trajectoires marquées par la perte, l'initiative agit comme un miroir émotionnel. Elle montre que la douleur peut être reconnue sans enfermer ceux qui la portent. Voir des enfants bénéficier d'un cadre protecteur, où l'apprentissage et les soins sont garantis, répond à un besoin fondamental de stabilité. Cette lecture met en avant la capacité d'une société à ne pas détourner le regard lorsque les plus jeunes paient le prix de la guerre. Un second groupe, davantage attentif aux enjeux éducatifs et sociaux, perçoit dans le projet une réponse structurée à des fragilités profondes. L'articulation entre éducation, santé et protection apparaît comme une correction de politique longtemps fragmentée. Pour ces observateurs, l'intérêt ne réside pas seulement dans l'aide apportée, mais dans la cohérence du modèle proposé. Il devient possible d'imaginer qu'un dispositif pensé pour les orphelins puisse à terme inspirer d'autres réformes sociales. Un troisième regard, tourné vers la vie collective, s'arrête sur la place donnée aux communautés. Le discours souligne que les familles, les enseignants et les responsables locaux ne sont pas de simples bénéficiaires passifs. Ils sont appelés à participer à la reconstruction morale et sociale. Cette invitation modifie la position du spectateur. Il n'est plus seulement témoin, mais potentiel acteur d'un mouvement plus large. À travers ces trois lectures, un point commun se dessine. L'initiative crée un espace de réflexion personnelle. Elle amène chacun à s'interroger sur la manière dont une société choisit de protéger ses enfants et de préparer son avenir. Cette interrogation dépasse le cas particulier évoqué et rejoint une question universelle. Que signifie, concrètement, prendre soin des générations qui suivent ? La vision portée par Ibrahim Traoré gagne en crédibilité lorsqu'elle se traduit par une organisation lisible. La première étape consiste à cartographier précisément les enfants concernés. Des équipes locales identifient les orphelins par zone, recensent leurs besoins éducatifs, sanitaires et matériels et hiérarchisent les priorités. Ce travail de terrain, fondé sur des échanges directs avec les familles, établit une base commune pour l'action. La deuxième étape concerne les infrastructures. Les sites des futurs établissements sont définis, les calendriers fixés et les exigences de sécurité précisées. Chaque école est pensée comme un espace complet, intégrant salle de classe, unités de soins et zones de protection. L'avancement physique des bâtiments devient alors un premier indicateur tangible de l'engagement. La troisième étape porte sur le personnel. Enseignants, encadrants et professionnels de santé sont sélectionnés et formés autour d'un même objectif: assurer une prise en charge globale et continue. La qualité et la stabilité de ces équipes conditionnent directement l'efficacité du dispositif.
Sans elle, l'infrastructure resterait inerte. La quatrième étape vise l'intégration communautaire. Les familles, les responsables locaux et les structures sociales sont associés au fonctionnement quotidien. Leur participation régulière renforce l'adhésion et limite l'isolement institutionnel. Cette dimension collective est essentielle pour inscrire le projet dans la durée. Enfin, une cinquième étape de suivi permanent s'impose. 3 repères simples structurent l'évaluation. L'assiduité scolaire, la continuité de l'accès aux soins gratuits et la progression des apprentissages. Ces indicateurs permettent d'ajuster l'action sans rompre la trajectoire. En articulant ces étapes, Ibrahim Traoré propose une méthode plus qu'une promesse. La question décisive demeure, cette feuille de route sera-t-elle appliquée avec la constance nécessaire pour tenir dans le temps ? Le récit revient naturellement aux premières scènes évoquées plus tôt. Ces enfants rencontrés lors des visites de terrain, cette fillette qui découvrait qu'une école protégée pourrait remplacer des activités improvisées, ces silences chargés d'attente face aux annonces. Ces moments n'étaient pas anecdotiques. Ils donnaient déjà une mesure de ce qui était en jeu, la possibilité de rendre l'avenir à ceux qui l'avaient perdu trop tôt. En reliant ces images initiales à la trajectoire dessinée depuis, la promesse prend une densité nouvelle. Elle n'est plus seulement politique, elle devient concrète. Les écoles annoncées ne représentent pas une rupture avec le passé, mais un passage. Elles permettent que la mémoire des soldats disparus ne se transforme pas en condamnation pour leurs enfants. Cette continuité donne un sens précis à l'engagement. Dans cette perspective, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur. Elle relie la parole publique aux réalités quotidiennes et la stratégie nationale aux destins individuels. Le projet ne nie ni la douleur ni les pertes. Il affirme simplement qu'elles ne doivent pas décider seules du chemin à venir. La dignité ouvre toujours un chemin. Reste alors une interrogation simple et exigeante. Cette promesse saura-t-elle rester fidèle à ceux qui lui donnent son sens le plus profond ? À la fin de ce parcours, une idée demeure. Les écoles annoncées ne sont pas seulement des lieux physiques, mais des symboles d'attention durable. Elles rappellent qu'une société se juge aussi à la manière dont elle protège ceux qui héritent de ces épreuves. En mettant l'accent sur l'éducation, la santé et la protection, le projet invite à regarder au-delà de l'urgence et à penser en termes de continuité. Cette perspective ne concerne pas uniquement les décideurs. Elle touche les enseignants, les familles, les communautés et même les observateurs éloignés qui suivent l'évolution du Burkina Faso à travers l'actualité. Chacun peut y voir un espace de dialogue. Comment soutenir une dynamique qui cherche à transformer la perte en capacité et la vulnérabilité en potentiel partagé ? La parole portée par Ibrahim Traoré ouvre ainsi un cadre de réflexion plus large. Elle propose de déplacer le regard, de la compassion ponctuelle vers l'engagement patient. Rien n'est présenté comme acquis, tout reste conditionné à la constance de l'action. La question finale reste volontairement ouverte. Quelle forme de responsabilité collective sommes-nous prêts à assumer pour que ces promesses deviennent une réalité durable ?